Bonjour les gens, c'est la 20e de votre Je dirais même plus sur Millennium. On continue notre route vers le printemps, même si l'actualité internationale n'a vraiment rien de réjouissant. Je dirais même plus l'émission Durand, pas Dupont, Durand. Votre heure hebdomadaire depuis le centre-ville de Perros-Guirec, où votre abécédaire favori de la chronique de qualité trégoroise, André, Benoît, Clotilde et Damien, vous parle de BD. Notre invité du jour va nous parler de comics, puisque c'est un grand connaisseur et qu'il a participé à quelques ouvrages à ce sujet, dont une nouvelle que nous avons déjà évoquée lors de notre 7e émission avec Thierry Martin, son illustrateur, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, l'émission, hein, pas Thierry Martin. Ça vaut peut-être pas celle de Beethoven, notre 7e à nous, mais bon, ça s'écoute, allez-y. Bon, bah j'ai l'impression qu'on est parti. Je dirais même plus. Alors, vous êtes prêts les gars? Je dirais même plus l'émission durant laquelle on ne parle que de BD. Bon, à part Damien souvent, et Benoît des fois, et André par moment. Quoi, c'est trop cash ou vous aimez pas quand je balance? Bon ok, bah je la remets dans ma culotte alors. Je dirais même plus. Je dirais même plus Yenz et je dirais même plus Sien. Déjà 20 semaines que nous continuons sur Millennium et chaque dimanche ce rendez-vous avec l'art que l'on qualifie de 9e. Ce qui, convenons-en, est presque une ode à la joie. Un 9e art, goût popcorn aujourd'hui car nous allons parler comics avec notre formidable et dominical invité formidable du jour. On vous a dégoté un vrai spécialiste en la personne de Phil Cordier et on a déjà les tympans en alerte rouge car il va nous donner une tonne d'infos à ce sujet. Et donc on va essayer de le canaliser un peu en nous concentrant sur deux auteurs géniaux et pas trop connus dans l'Hexagone. Ça pourrait surprendre celles et ceux qui attendaient Batman ou Spider-Man, mais ça va être passionnant. Et on embraye tout de suite avec notre Clotilde. Tu vas nous parler d'une BD en anglais, pas même traduite ici. Ça tombe bien puisque tous les gens présents sur ce plateau sont parfaitement bilingues, isn't it, my friends? Alors, cette semaine, accrochez-vous à vos chapeaux, hold on to your hats in English in the text pour les anglophiles, que j'espère nombreux, car ma chronique va traiter d'une BD anglaise pas encore traduite en français, le sera-t-elle un jour, Bloodlust and Bonnets de Emily McGovern. Par quoi pourrais-je bien commencer? Le scénario, le dessin, la colorisation, l'autrice, les vêtements? Cruel dilemme. Alors, plutôt que de me lancer directement dans la chronique, je vais me permettre une petite digression. Excellente en organisation de vie personnelle, je procrastine jusqu'au dernier moment pour rédiger ma chronique. La présente, par exemple, fut rédigée un jeudi matin dans le métro, alors que j'avais relu la bande dessinée dont elle fait l'objet dans le métro le mercredi matin. Mais le hic, c'est que la dite BD est restée sur mon lieu de travail la veille au soir, et que je me retrouve donc à rédiger la chronique à une patte, n'ayant relu que la moitié de la BD, et sans mon support papier pour ressortir les bons mots et vous parler des couleurs. Ne vous en faites pas, je vais faire en sorte que vous ne le remarquiez pas trop. Alors, si on commence par le commencement, dès les premières pages, on fait la connaissance de Lucy, une débutante, c'est-à-dire une jeune fille de bonne famille qui vit comme dans un roman de Jane Austen. Elle porte un bonnet en toutes circonstances, ou presque, dans lequel elle a parfois une abeille, de l'expression « to have a bee in the bonnet ». Vous remettez? Non? Alors filez ouvrir le Harabs pour regarder la traduction. C'est comme ça que j'ai fait pour lire les Harry Potter avant leur sortie française à l'époque, et ça m'a bien aidé sur le vocabulaire. Lucy porte un bonnet donc, ainsi que des gants en soie, une longue robe vaporeuse avec des petites manches bouffantes, bref, elle suit les dictats de la mode en Angleterre au début du 19e siècle. Comme attendu d'une jeune fille bien sous tout rapport de l'époque, elle va à des bals, erre dans la lande battue par les vents, échange des cartes de visite et zigouille des vampires dans des bains de sang. Ah oui, donc pas tout à fait comme dans Jane Austen, hein. Après tout, le titre parle de Bloodlust, la soif du sang, c'est suffisamment évocateur quand même. Le titre est d'ailleurs un jeu de mots sur les allitérations des titres des romans de Jane Austen. Pride and Prejudice, allitération en P, Sense and Sensibility, allitération en S, d'où Bloodlust and Bonnets, allitération en B. Notre jeune Lucy, donc, se lance à la poursuite de Lady Violet, une aristocrate vampire à la tête d'un clan très sélect de vampires, mais la raison qui pousse Lucy à entreprendre cette quête n'est pas limpide. Cherche-t-elle, comme elle le prétend devant ses acolytes Lord Byron, le célèbre poète délicieusement idiot et égomaniaque, et Sham, une femme habillée comme un homme et qui se comporte plus comme un homme que Lord Byron? Lucy cherche-t-elle donc à tuer Lady Violet afin de débarrasser l'Angleterre de ce mal qui la ronge, ou cherche-t-elle en fait à rejoindre le clan des vampires ultra sélects de Lady Violet, qui lui a laissé entendre lors de leur première rencontre qu'elle avait un petit quelque chose qui la rendait exceptionnelle et exceptionnellement désirable. On y croise aussi le personnage de Sir Walter Scott, la némésis de Lord Byron, et de la baronne de Brie, Bibi pour les intimes, qui va tout faire pour les aider à en apprendre plus sur la société secrète des vampires et sur les shenanigans de Lady Violet.
Cette chasse aux vampires à travers l'Angleterre donne lieu à plein de scènes improbables et tellement drôles, pleines de comiques de situations et de jeux de mots dont beaucoup se basent sur des idiomatic expressions, un véritable régal. Tout ça avec des personnages qui n'ont pas de nez, pas de bouche, juste 2 billes noires à la place des yeux et parfois une grande barre en travers du front pour représenter leurs sourcils froncés. On pourrait croire que c'est un peu simpliste pour représenter toute la palette d'expressions faciales des êtres humains, mais ça fonctionne parfaitement et si vous ne me croyez pas, jugez sur pièce. Surtout, si vous lisez un peu l'anglais, je vous recommande chaudement cette BD pour développer votre vocabulaire. Moi, par exemple, j'y ai découvert le terme urchin. C'est le petit sobriquet donné par la baronne de Brie à notre équipe de bras cassés, et ça veut dire oursin. Mais c'est aussi de l'argot anglais signifiant gamin, galopin, polisson. Emily McGovern, @Emily's Cartoons sur Instagram, ne fait pas que dessiner les aventures de l'un des plus grands poètes anglais confronté à une horde de vampires assoiffés de sang, elle dessine aussi ce qu'est la vie d'un serpentard de second plan dans sa série My Life as a Background Slytherin, accessible en partie sur son Instagram et intégralement sur son Patreon. Mais si, vous connaissez forcément ces systèmes Patreon, Ko-fi ou encore Tipeee qui nous permettent de soutenir financièrement nos artistes préférés et d'obtenir en contrepartie un accès à du contenu exclusif. C'est un pas que personnellement je n'ai pas encore franchi mais qui risque d'arriver, et sûrement en commençant par Emily McGovern, parce que je rêve d'avoir accès aux épisodes exclusifs de My Life as a Background Slytherin. Mon préféré, celui où Emily, une élève de Poudlard, caresse un chat qui passait par là en lui disant « Qui c'est le gentil Pud-Pud ? Qui c'est le meilleur Pud-Pud ?» Quand soudain le chat se transforme devant les yeux médusés de l'élève en Minerva McGonagall qui lui dit « C'est moi le meilleur Pud-Pud !» Raconter, je ne sais pas ce que ça vaut, mais à lire en tout cas, pour moi ça marche à chaque fois. Bref, vous l'aurez compris ou pas, si vous voulez vous marrer et travailler votre anglais, filez sur le compte Instagram de Emily McGovern, @Emily's Cartoons, et achetez son livre Bloodlust and Bonnets des éditions Simon et Schuster, sorti en 2019. Merci Clotilde, et j'ajouterais même What a wonderful accent. Merci Gilles, toi aussi, vraiment superbe. Bonne semaine. Bon travail. Je dirais même plus. Benoît aime se démarquer de ses petits camarades de Je dirais même plus. Il n'y a qu'à constater son abondante chevelure pour s'en convaincre. Et s'il aime bien parler de comics quand nous évoquons autre chose, n'oublions jamais les gars, jamais le semestre Hellboy. Oui, n'oublions jamais. Aujourd'hui qu'on fait une spéciale comics, lui, il va nous parler d'un auteur belge. Allez, vas-y. Merci Gilles. Hubert, ou La Dame à la fenêtre, est une belle jardinière. C'est en visitant une exposition à Angoulême qui n'avait rien à voir avec mon sujet, que je découvre de loin une superbe planche sans aucune couleur et dont le trait dépouillé réaliste me séduit immédiatement. Mais déjà de cette planche intrigante, l'ellipse qui fait le charme de ce médium, mais aussi sa définition selon Scott McCloud, apparaît bien ténue, voire inutile, tellement les modifications chez les personnages entre les vignettes se réduisent à l'infime tant le protagoniste, appelons-le Hubert, semble immobile. Effet assez rare, l'espace blanc entre les 9 vignettes qui composent la page apparaît tellement fin qu'elle donne l'impression de ne constituer qu'une seule image. Ce que j'observais alors dans une planche se concrétise dans tout l'album Hubert du jeune auteur belge Ben Giesman, ou Giesmans peut-être, édité chez Dargaud en 2016. Autant on peut apprécier les récits d'aventure dans lesquels les personnages se poursuivent, sautent, courent, aiment et meurent, autant ici la séduction provient justement dans l'absence de bruit et de fureur, et dans l'introspection du protagoniste, amateur d'art, distingué, paumé, silencieux et mal à l'aise en société. L'album s'ouvre d'ailleurs sur plusieurs gros plans d'un tableau admiré très attentivement par Hubert dans une grande salle du musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Ces détails s'inscrivent dans une mise en page en gaufrier précis de 9 cases qui cristallise l'action dans un cadre strict et immuable. Hubert préfère les images de femmes sous forme de statuaires ou peintes, au point de les reproduire en peinture dans le confort solitaire de son appartement sur des toiles. Less is more, d'après Miss Van der Rohe. Mais moins l'action ressort, plus le lecteur barbichu porte attention aux détails. Et c'est la beauté de cet album, tout en subtilité et délicatesse, qui rappelle d'ailleurs Chris Ware.
discrétion des couleurs, elle adopte une gamme oscillant entre les gris colorés et le sépia, rareté des dialogues et des réponses de Hubert, sauf quand il est soumis à une discussion qui ressemble à un interrogatoire, cadrage rigoureux et sensible et jamais appuyé. Étudiant en animation puis à Saint-Luc, quand il réalise cet album précieux, Ben envoie au lecteur curieux des références présentées, soit du cinéma pour rappeler la lente décomposition du mouvement du personnage. On pense au vidéaste Bill Viola, qui ralentit au maximum la vitesse de projection du mouvement de ses acteurs quand ils reproduisent des mises en scène de peintures de la Renaissance italienne. Ou encore du retable sous forme de polyptyque, l'une des formes archaïques du vignettage d'un récit. Ou encore la réalité qui reproduit l'art quand Madame Van der Mees s'approprie la pose de l'Olympia de Manet. D'un voile pudique, nous passerons sous silence les difficultés de Hubert avec la réalité et ses rapports avec ses contemporains, mais comprenons bien le refuge confortable que représente le silence du monde des œuvres d'art pour certains. D'où aussi le décalage compréhensible de Hubert avec des touristes imbéciles qui prennent des selfies devant des œuvres d'art dans le musée. Mais c'est aussi une autre façon de passer le temps. En définitive, il s'agit bien d'une belle évocation du temps retrouvé que nous offre ici Ben Giesmans en pariant sur la patience du lecteur séduit. Ben est aussi l'auteur de Aaron, une BD d'une même ambition et finesse, mais je dirais même plus, c'est une autre histoire. Hubert, du jeune auteur belge Ben Giesmans, édité chez Dargaud en 2016. Eh ben, grand merci, bravo pour tous ces noms belges. Merci Benoît, et puis merci Hubert. Je dirais même plus. Après ces 3 premières interventions, il est temps d'une première pause musicale. Nous allons écouter les Frangins Van Halen, Eddie à la guitare et Alex à la batterie, et leur groupe nous chanter une petite swingerie où la clarinette est jouée par leur propre papa, Yann. Bad Bill is sweet, William now. Popping up that flow. Big Bad Bill is sweet, William now. Allô, Phil Cordier ? Oui, bonjour. Eh ben bonjour, bienvenue à toi, je dirais même plus sur Millennium. Eh bien, merci à toi. Eh ben, on va commencer par une petite présentation de Sang d'encre. L'encre de Chine avait coulé le long de la nuque, pas beaucoup d'encre, juste assez pour que ça se mêle au sang en un liquide épais, sombre et visqueux. Voici le mystérieux premier paragraphe de ta nouvelle Sang d'encre, qui a été donc illustrée par Thierry Martin. Une nouvelle policière où 2 flics cherchent à élucider le meurtre d'un encreur. Un encreur ? Bigre. Et en plus, Bob, le plus âgé des 2 flics, est un grand connaisseur des comics et de leur histoire, tandis que Terry, son collègue trentenaire, s'en fiche à peu près complètement. Et nous, on les suit avec plaisir, en essayant de deviner les références plus ou moins directes à la bande dessinée américaine, ses artistes et ses studios, et on se délecte de l'intrigue et de l'amour absolu du comics qui transpire à chaque page, ainsi que l'amour de l'ancrage, ce métier de l'ombre en aplat d'encre de Chine. Un bon encreur sauve un mauvais crayonné et un mauvais encreur détruit un bon dessinateur. C'est de toi, page 17. Tout cela mis en valeur par de superbes illustrations référencées de la plume de Thierry Martin. Qu'attendez-vous pour vous le procurer ? Alors Phil, j'ignore si tu l'as lu, mais l'unique roman de Pierre Desproges, Des femmes qui tombent, a pour première phrase, figure-toi, « Adeline Serpillon appartenait à cette écrasante majorité des mortels qu'on n'assassine pratiquement pas. » Ma première question... Enfin, s'écrie Benoît Inpeto, est alors très logique. Pourquoi avoir choisi comme départ d'intrigue le meurtre d'un mortel qu'on n'assassine pratiquement pas, c'est-à-dire un encreur ? Que de questions. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation. J'ai pas grand-chose à ajouter, on va pouvoir arrêter là. J'ai lu le bouquin de Desproges. Ouais. J'avais jamais fait le rapprochement. Je l'ai lu il y a longtemps. Ah oui, non, mais je dis pas que c'est du plagiat, attention. Non, mais j'avais même... mais c'est vrai qu'un encreur, c'est très original, comme une mercière. Alors, un encreur, c'est pas original si on me connaît. Par contre, c'est très original pour le commun des mortels. C'est une passion, en fait, que j'ai, moi, pour l'ancrage depuis très, très, très longtemps. Mm-hmm. Et le but, hein, je pars déjà un peu dans le détail, mais le but, c'était vraiment de faire cette histoire pour que ça puisse intéresser, j'espère, quelqu'un qui ne connaît pas la bande dessinée. Par contre, je voulais vraiment
placer ma passion, le comics, les making-of, le crayonné, l'ancrage, la technique en fait. Et je me suis dit, on va aller au cœur du sujet, on va aller placer au cœur de cette enquête ce métier que moi j'essaie de défendre depuis très très longtemps, qui est l'ancrage, qui est l'encreur en fait. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil en disant on va placer ça. Il y en a beaucoup plus que ça, des clins d'œil, tu l'as relevé. Ouais, enfin j'ai pas forcément tout vu, mais je suis pas un grand spécialiste. Dis-moi, t'aurais pas un micro au bout d'un fil qui frotte sur tes vêtements parce que alors on normalement entend des bruits, non. Je vais voir. Ah. Le casque, ça ira peut-être mieux. Ah ouais, là c'est meilleur. Pas mieux ? Effectivement, ouais. C'est mieux. Bon, parfait. Voilà. Ok. Je vais laisser la parole à Benoît qui va poser la deuxième question. Bonjour. Bonjour. On sent une très grande connaissance du milieu des comics dans Sang d'encre, des auteurs et des œuvres, mais aussi des maisons d'édition américaines. Il y a des références qui nous échappent plus ou moins, sans que cela ne nuise d'ailleurs au plaisir de la lecture. J'ai une question sur ta collaboration avec Thierry Martin, qui est passé sur nos ondes et dans notre émission, qui a illustré cette nouvelle. Est-ce que tu pensais à ces dessins futurs lorsque tu écrivais ? Est-ce que cela a pu guider ton propre travail ? Ou bien savais-tu que vous arriveriez à travailler ensemble Alors il y a plein de questions. Déjà, je te remercie pour la remarque sur le fait que si on n'a pas toutes les références, ça nuit pas à la lecture, parce que c'est vraiment le but premier. C'est pour ça que j'ai changé les noms. J'ai changé les noms des auteurs, les noms des maisons d'édition, pour que ceux qui souhaitent s'amuser puissent dire j'ai reconnu, et les autres ils s'en moquent, ils suivent le truc comme ça. Pour ta question sur Thierry, non, j'avais pas ces dessins en tête, puisque en fait cette nouvelle, je l'ai écrite que pour moi initialement. Donc c'était pas dans un but de publication. D'accord. C'est quand je l'ai eu terminé, grâce au confinement qui offre un élément positif, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à en faire, et par contre quand j'ai vu que ça pouvait être assez solide pour être publié, là par contre pour moi il n'y avait pas de doute du tout, ça pouvait être que lui que je connais depuis de nombreuses années, donc ça n'a pas influé. Par contre le plaisir c'était d'imaginer à partir du moment où il a dit oui, quel genre d'illustration il allait faire. Ça oui, ça c'était un vrai plaisir à chaque illustration de me dire il a choisi cette scène-là, comment il va la tourner. Voilà, ça oui, ça c'était un vrai plaisir. D'accord. Alors on signale aussi qu'en fait t'as aussi, parce que tu publies pas mal, en fait t'as 2 superbes livres intitulés Storyteller ou Storytellers. Le premier, il expose les crayonnés de John Romita Jr., le fils de l'un des meilleurs dessinateurs US, et l'autre est très intéressant parce qu'il compare les crayonnés du même artiste avec les ancrages qu'en a tiré Klaus Jansson. Peux-tu nous donner toutes les informations pour se procurer ces ouvrages, ainsi que le sang d'encre dont nous venons de parler, parce que c'est pas forcément évident pour les gens qui nous écoutent, et aussi nous dire ce qui t'a poussé à rassembler tout ça, les dessins, enfin les crayonnés et l'ancrage, et de l'éditer. Si je rembobine un peu le fil, le truc c'est que j'ai beaucoup de matériel, parce que je commence à être vieux, et ça fait longtemps que je me passionne pour les comics, les crayonnés, l'ancrage et tout ça. Ça fait longtemps que je cumule beaucoup de documentation en étant copain avec quelques auteurs un petit peu connus, un peu beaucoup pour certains même. Et le but, c'est toujours de partager en fait, c'est de pouvoir montrer. Donc ça fait longtemps que je tiens un blog là-dessus. C'est pas suffisant à mon goût, c'est un peu frustrant. Je suis un peu de la génération papier. Ouais. Donc de temps en temps, j'aime bien compiler tout ça. Donc j'ai fait des revues sur pas mal de choses, sur Eisner, sur Miller, sur pas mal de trucs, sont toutes épuisées aujourd'hui. Et les 2 derniers, c'était de me dire, comme je suis complètement fanat du travail de Romita Jr. et que j'ai la chance de le connaître, et lui et Klaus Jansson, j'ai voulu compiler tout ça. Donc j'ai compilé en effet en 2 temps. Le premier, c'était uniquement 300 pages de crayonnés. Et ensuite, je me suis dit, comme ça a bien fonctionné, cette espèce de gros fanzine, je me suis dit, on va faire une comparaison avec c'est génial ça. Donc, par contre, pour répondre à ta question sur comment se le procurer, le 1, on peut plus. Ça fait longtemps qu'il est épuisé. Ce sont des gros fanzines, en fait, c'est pas des gros tirages. Oui. Et le deuxième, alors, il doit vraiment m'en rester un petit carton. Donc, on doit être dans la 12aine à peu près. Donc, le mieux, c'est de passer par mon blog. Qui ensuite, n'importe quel commentaire sur n'importe quelle entrée va renvoyer vers moi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est Phil Cordier, blogspot.com. Je dois être un
un des derniers à faire encore un blog. Je pense que c'est fini depuis des années, mais je continue encore. C'est bien. Toujours. Donc voilà. Mais par contre, pour Sang d'encre, il y a un éditeur. C'est pas du fanzina du tout. C'est Comics Initiative. Ils sont connus. On peut les retrouver sur le net facilement. Et puis ils sont diffusés. Ils sont diffusés par Macassar. Donc bien évidemment, il est comme toutes les BD noyé dans toutes les nouveautés, donc ça c'est sûr. Par contre, n'importe qui va demander à son libraire de le commander. Les libraires pour le commander. Il n'y a aucun souci pour le commander chez Macassar. Ok. Alors, Comics Initiative que l'on vient d'évoquer vient de publier la version française du Shop Talk, un livre où Will Eisner parle boutique avec les quelques grands confrères. Et quels confrères? Eisner que tu cites dans Sang d'encre, car il a dit que l'ancrage c'était sexy. Peux-tu nous parler un peu de cet ouvrage avant de nous parler beaucoup du génie qu'est Will Eisner? On peut mélanger les deux. Alors ce bouquin, moi, j'ai pas grand-chose à voir avec, si ce n'est que c'est le même éditeur et que j'ai dû les mettre en relation avec l'ayant droit de Will Eisner que je connaissais pour avoir fait un magazine sur le spirit. Je connaissais Denis Kitchen. Donc voilà, j'ai servi d'intermédiaire uniquement. Par contre, ce bouquin qui est récent, que tu cites, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours, c'est un livre qui est sorti il y a 20 ans aux États-Unis. Et les interviews qui sont dedans, elles ont 40 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'ancien, mais qui est complètement intemporel, parce que comme tu le dis, Eisner a parlé boutique, d'où le titre, avec tous les plus grands de l'époque, qui étaient les plus grands à son époque et qui le reste aujourd'hui, même s'il n'a plus beaucoup de vivants dans tous ceux qui sont interviewés. Et c'est vraiment une somme absolue de connaissances, d'échanges, de techniques. Enfin, moi, c'est un livre que j'ai lu peut-être 2 ou 3 fois en anglais et que j'ai relu avec plaisir par la version française. D'accord. Pour situer un peu Will Eisner, on va rappeler quelques faits quand même. Bon, lui, il est né en 1917, il est mort en 2005. En 36, il avait créé un studio et il avait Bob Kane et Jack Kirby, en fait, qui en ont fait partie, entre autres. Et puis après, il avait pour assistant Jules Pfeiffer et Wallace Wood, quand même. Voilà. Et puis là, il a créé... Alors ça, par contre, je sais pas si toi, tu as vu des images. Il avait créé Wonder Man. Et en fait, il s'est mangé un procès par DC pour plagiat, parce qu'évidemment, il défendait Superman. Et donc, il a fermé son studio. Il bossait pour la presse. Et puis, il a créé The Spirit, entre autres, à l'époque. Et puis, qu'il a abandonné en 52. Et alors après, il a enseigné. Alors, c'est intéressant, parce qu'il a enseigné à l'École des Arts Visuels de New York. Et puis, ça nous a donné 3 beaux livres. Magnifique, des guides pour apprendre à faire de la bande dessinée, sacré auteur. Et puis alors la particularité de Will Eisner, c'est qu'après il s'est mis à faire des bandes dessinées un peu plus d'auteur entre guillemets, même si j'aime pas le terme, mais bon. Et en 78, il a sorti un bail avec Dieu en français, Contract with God, et en fait personne n'en voulait chez les éditeurs de bande dessinée, et donc il l'a édité chez un éditeur de littérature. Et donc sur la couverture, il y avait marqué Graphic Novel, roman graphique. Et donc c'était après la légende, parce qu'en fait on s'aperçoit maintenant qu'il y en a eu avant. Mais c'est donc très longtemps on a cru que c'était l'invention du roman graphique, c'était Will Eisner. Voilà. Et donc... C'est celui qui l'a popularisé. Ouais, voilà. Bah ouais. Donc en fait on a... Ouais. On va clore avec une petite question boutade pour cette partie de l'entretien. Il paraît que Sang d'encre va avoir une suite. Alors qu'est-ce que tu vas tenter cette fois? Tu vas faire le meurtre d'un lettreur? Tu pourrais tomber juste, mais non. J'avais une chance sur 3 ou 4. Non, effectivement. Non, l'idée vraiment, c'est que ce soit un one shot. Je veux pas que les gens se disent, je vais pas aller le prendre parce qu'il y a pas de suite. Il se termine avec une fin. Voilà, c'est relativement ouvert, mais ça se termine. Par contre, j'avais l'idée d'une sorte de diptyque. Donc c'est écrit. Ça n'attend que la disponibilité de Thierry Martin, qui est pris sur tous les fronts possibles et envisageables. Donc, ce sera pas sur le lettrage. D'accord. Maintenant, voilà, j'en dirai pas plus. Pas de problème, ça marche. J'en dirai pas plus. Mais en tout cas, bravo pour le résumé de 60 ans de carrière de Will Eisner. Oui, c'était un peu lapidaire, parce qu'on a oublié plein de choses, mais c'est vrai que c'est un type qu'on adore. C'est très compliqué. Eh ben, écoute, maintenant, on va s'écouter un petit morceau un petit peu énergique, voilà, que tu as choisi, du groupe System of a Down. Ce morceau s'appelle Chop Suey, et bon, je pense que c'est pour faire référence à ton amour immodéré de la cuisine chinoise. On s'écoute ça, puis on te reprend juste après. Merci. Ça marche.
Yep, du Chop Suey sur Millennium dans Je dirais même plus. Alors, Phil Cordier, maintenant qu'on a les tympans bien débouchés grâce à System of a Down, on va attaquer la deuxième partie de ton entretien que l'on a voulu centrer sur David Mazzucchelli. Alors lui, c'est facile, c'est 2 Z, 2 C, 2 L. Voilà. Un immense auteur qui a démarré dans le comics, parce qu'il a fait Batman Year One et Daredevil Born Again avec Frank Miller notamment, avant de s'en éloigner, de produire sa propre revue, Rubber Blanket, d'adapter le premier arc du Cité de Verre de Paul Auster, et de créer quelques autres romans graphiques extraordinaires, dont Asterios Polype, sur lequel on ne saurait tarir d'éloges. Mazzucchelli a bossé avec Frank Miller, avec lequel Eisner a un livre d'entretien aussi, puisqu'il y a un livre qui s'appelle Eisner Miller, et Miller a réalisé le film The Spirit. Tout ça est un peu, imbriqué. Enfin, tout comme Will Eisner, David Mazzucchelli, figure-toi, il a enseigné à l'école des arts visuels de New York. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet auteur absolument génial et délicieux ? Déjà, je suis d'accord, à tel point qu'il fait partie de ceux que j'avais tenté de faire nommer à Angoulême avec mon petit vote de cette année, et j'ai évidemment raté puisque la sélection, c'est pas du tout lui. C'est trop Mais bref, c'est un géant complet pour moi, à la fois en histoire, en dessin, narration, ancrage, tout. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je connais un petit peu plus son travail parce que tu viens de dire qu'il donne des cours. Il donne des cours au même endroit que Klaus Johnson. Donc, comme lui, par contre, je le connais depuis très longtemps. Il m'en parle un peu de temps en temps. Et c'est vraiment, c'est un artiste hors du commun. Enfin, on pourrait faire plusieurs émissions sur lui. C'est un niveau incroyable. Il se renouvelle, il se transforme. C'est plus le même artiste du tout aujourd'hui que c'était à l'époque de Daredevil. Enfin, il a plusieurs visages. Born Again, c'est un sommet absolu de la bande dessinée de super-héros qui évolue en cours de production. Tu n'as plus le même auteur au début de Born Again, à la fin de Born Again. Enfin, c'est des choses qu'on voit jamais dans le mainstream, quoi. C'est assez incroyable. Ouais, c'est un grand bonhomme. Et donc, on a parlé aussi d'Asterios Polype. Il a fait un très très chouette bouquin aussi, qui s'appelle Big Man, qu'il faut lire absolument. Voilà, donc Mazzucchelli, grand bonhomme. Benoît, tu as quelque chose à ajouter sur Mazzucchelli ? Je me souviens des réticences de, comment il s'appelle, l'auteur de Moss, Spiegelman, Art, qui avait essayé d'être à l'origine de Cité de Verre avec Mazzucchelli, et en cours de route de ce projet, il était pas très sûr du tout du résultat. Et en fait, le résultat est vraiment passionnant et flagrant, quoi, évident. Parce qu'on sait jamais ce que va donner Mazzucchelli. On sait jamais lequel on va avoir en fait de Mazzucchelli. Donc je pense que ça vient peut-être de là, cette inquiétude, puisque si c'est quelqu'un qui n'a lu que du super-héros, se dit mais il va me sortir un truc comme ça, pas du tout. Rubber Blanket n'a plus rien à voir. Enfin, il est très étonnant. J'aimerais bien qu'il produise un peu, parce que ça fait quand même un petit moment, Asterios Polype, et je pense que depuis il ne fait que donner des cours, ce qui est un peu dommage. Ouais, il y a aucune, parce qu'on a cherché un petit peu, il y a aucune trace. Non, il n'y a pas d'actu, d'actu à part les cours. Ça alors. C'est un petit peu dommage. J'espère que la source n'est pas tarie. Après, on peut se régaler aussi. Il y avait un des fameux épisodes avec Angel, le super-héros qui a des ailes, là, où il faisait voler les plumes. Il avait une mise en page extraordinaire. Enfin, en plus, c'était un type qui était super lisible, et quand il faisait du comics, c'était même assez simple, ses dispositions de cases, etc. Puis maintenant, dans Asterios, il a rendu hommage à l'architecture. Il a utilisé des couleurs de plans. Enfin, il a fait vraiment un travail de dingue, quoi. L'histoire que tu évoques, c'est le moment de sa transition. Il était encore en mode super-héros. Il a eu cette histoire de Anne Nocenti, qui pour moi est une des meilleures scénaristes de comics. Et il s'est amusé, puisque c'était une histoire courte et ça n'avait pas d'incidence. Et Nocenti s'est dit, tiens, c'est plus le même. Il est en train de changer. Et effectivement, à partir de là, c'était plus du tout le même. Mais tout est bon à prendre chez Mazzucchelli, quoi. Aucun doute. Et pour qui aime, comme moi je peux l'adorer, Born Again, il y a la version repro de planche originale qui existe. C'est des énormes bouquins très chers qui sortent aux États-Unis, et lui a eu la chance d'avoir la version un peu plus petite également, un peu moins chère. Donc on peut avoir pour une quarantaine d'euros des repros un peu réduites de ces planches. Luc Brunswick en avait parlé sur son Facebook, c'est vrai.
ça c'est abordable, voilà. Alors que les autres sont des bouquins extrêmement chers. Donc. Et Anne Nocenti, dont tu parlais à l'instant, là, c'est la scénariste de Semence qui vient de sortir chez Futuropolis, qui a l'air vraiment chouette aussi. C'est un très très bon bouquin. C'est un condensé de toutes les obsessions de Nocenti en 4 épisodes. D'accord. Bah écoute, comme il nous reste quelques minutes, on parlait des imbrications chez les auteurs anglo-saxons, mais l'autre jour, tu m'envoyais un SMS et puis tu me disais que tu étais dans le bureau de Siro Tota, dont on a parlé il n'y a pas longtemps avec Luc Brunswick, puisqu'il a fait Luminary, comme tu le sais. Et donc, qu'est-ce que tu as comme nouvelles sur Siro Tota? Parce que c'est un des grands géants aussi, mais comme il est français, on en parle encore moins que les grands géants d'ailleurs. Tu veux refaire une émission? Tu me rappelles demain, on refait 20 minutes? Non, un petit apéro, quoi, des cahuètes de Siro Tota. Alors, ce sera pas très compliqué. Il tente de mettre un point final à Photonique que tous les fans connaissent depuis très longtemps. Avec l'éditeur Black and White, on avait fait l'intégrale de Photonique en 2 volumes et il tient à mettre un point final à son histoire avec quelque chose d'inédit en fait. Et c'est très long, très compliqué pour de nombreuses raisons. Donc il avance tout doucement. Et en parallèle, il y a pas mal de choses qu'on fait sur lui, avec des rééditions en couleur, des rééditions grand format, facsimilés, pour faire aussi patienter un peu les fans. Il devrait y avoir aussi une expo très très intéressante d'originaux vers chez moi, vers Lyon, dans pas longtemps. Et on attend et on espère vraiment la fin de Photonique, avec un épisode complètement inédit. C'est pour ça qu'on passe régulièrement chez lui. D'accord. Et donc tu habites Lyon, le siège des éditions de Lunum. Exactement. Tout s'explique. Alors, c'est super parce que en attendant la dernière version de Siro Tota, dans 2 semaines, on reçoit Stéphane Perger qui, lui, propose sa version de Photonique, effectivement, avec Luc Brunswick. Voilà. Une sorte de réécriture. Ouais. Voilà, je vais te poser une dernière petite question facile. En dehors de la suite de Sang d'encre, quels sont tes projets? Alors non, c'est pas une question facile parce qu'il y en a quelques-uns, mais qui sont trop vagues ou pas suffisamment avancés pour que je puisse l'évoquer. Ce qui est sûr, c'est que j'essaye de ne pas lâcher Thierry Martin tant que je le tiens. Ouais, c'est bien, t'as raison. vu le niveau qu'il a, quand on peut faire des choses avec lui, voilà. Donc très inspiré par David Mazzucchelli d'ailleurs. Ouais. Inspiré par pas mal de monde selon les projets. C'est une éponge selon les projets avec son style à lui à chaque fois. Et d'ailleurs, ça me permet de placer un petit élément amusant. Sur Sang d'encre, des choses se passent donc dans des vrais lieux. Et ce que les gens ne peuvent pas savoir, je me suis juste amusé moi, c'est que ce qui se passe chez un encreur se passe chez Klaus Johnson. Ah d'accord. C'est vraiment chez lui. Wow. J'ai eu la chance d'y aller. On est vraiment, la description que j'en fais, c'est celle de son studio, de chez lui en fait. D'accord. Et Thierry s'est inspiré de plusieurs photos à la fois de Klaus et du studio pour faire sur l'illustration qui concerne ce chapitre-là, pour vraiment le placer chez lui. Il a modifié en fonction de ce qu'il voulait faire. Mais voilà, pour ceux qui connaissent un peu Klaus Johnson, ils peuvent repérer son studio et où il travaille. Faut vraiment beaucoup connaître Klaus Johnson. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a. C'est pour ça que c'est du private joke. Il faut. Ça nuit pas. C'est pas essentiel à l'histoire. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de références. Et Thierry a fait plein de références aussi dans ses Exactement. On s'est amusé à. Ça fait partie du bonheur de la chose. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Phil, pour toutes ces lumières sur tous ces grands artistes. Merci à vous. C'est bien qu'on ait parlé un peu de Tota quand même, parce qu'on parle un peu de la France. Ouais. Il mérite vraiment. Bah ouais, cet entretien, il est bien trop court, mais si un jour tu crées le camp de vacances Phil Cordier du comics, tu voudrais bien nous réserver une tente chaque été à Benoît et moi? Mais moi, je peux faire ça tous les jours. Je suis très bavard. D'accord. Quand tu veux. On peut faire une semaine d'émission, même si tu veux, sur les comics. Je sais pas si Millennium va être d'accord. Mais ça va peut-être lasser un peu les auditeurs, mais moi, en tout cas, on verra. C'est quand ça vous marche. voulez. Bon merci beaucoup, on va maintenant on va te laisser repartir à tes divers travaux, et puis nous on va s'écouter notre 3e pause musicale, c'est les Tiger Lilies, une spéciale Benoît qui chante les feuilles mortes de Prévert-Jacques et Cosma Joseph. On ne les entend pas tous les jours sur les ondes françaises, les Lys tigrées, alors montez un peu le son parce que ça le mérite vraiment. Start to
Martin Jacks et Tiger Lilies et sa voix d'ange, c'était bien. Vous êtes toujours dans Je dirais même plus sur Millennium. Et on attaque le dernier quart d'heure avec Damien Dogno qui devait aujourd'hui nous parler de bourse. Un sujet courageux et inusité. Malheureusement, il n'en sera rien, mais tu as su, Damien, rebondir sur un autre sujet de chronique et on espère que rebondir sur des bourses n'a pas été trop douloureux. Notre Damien, c'est à toi. En fait, je me suis inspiré de notre ami Benoît, qui a été héroïque à essayer de parler belge aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est pas pour vous raconter mon odyssée, mais effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du héros. Héritiers des mythes, des épopées, ils sont Ulysse, Tarzan, ils sont Harry Potter, ils sont Roland et sa Durandal. Entre l'individu et l'être exceptionnel, merveilleux dans un conte. Mais sont-ils encore indispensables dans les histoires aujourd'hui ? Et là, j'ai mis 3 points d'interrogation sur ma feuille. Les parents sont de plus en plus réticents à lire des histoires jeunesse à leurs enfants dans lesquelles il y a des héros. Les parents ont peur des héros, ils ont peur de ce qui peut éveiller leurs enfants dans des choses peut-être qui pourraient les déranger. Maintenant, les enfants sont élevés dans du coton. Dans les contes, on va se prendre pour Fétécos, pour Pousset, pour le héros. Petit Pousset, c'est le plus chétif des 7 frères, mais c'est celui qui va se révéler vaillant et courageux, qui va suivre son voyage émotionnel, son emotional journey, comme disent nos amis britanniques. Ça, je fais un gros clin d'œil à Benoît. C'est la Saint-Benoît. Aujourd'hui, certains parents aimeraient effacer les héros de la littérature jeunesse. Ils oublient qu'eux-mêmes, quand ils ont été petits, ont affronté et vaincu leur peur justement grâce au conte, grâce à l'identification. On subit toute une littérature de l'ennui qui suit jusqu'à la nausée des paysages du quotidien dans leur tourment inutile. # roman graphique. Mais, ça se paiera un jour, ça. Je sais. Mais la jeunesse entre en littérature justement en s'identifiant à une icône, à un héros, ou même à un anti-héros. Au XXIe siècle, on a besoin des failles du héros. On a aussi besoin de surprises. Je vais prendre l'exemple de Game of Thrones. Ça y est, je ne parle plus de BD. Déjà. La série a dégommé systématiquement tous ces personnages dès qu'ils prenaient un peu d'épaisseur. Le bouclier de verre du héros n'est plus la garantie de survie. On n'a plus des incohérences, ce qu'on avait dans Bob Moran qui survivait à une charge de dinosaures ou un Ricochet qui n'avait qu'à changer de veste quand on l'avait pris pour cible. Aujourd'hui, les héros sont une vraie profession à risque. Bon, je ne vais pas vous faire tout un cours théorique sur le Emotional Journey, mais la prochaine fois, je vous parlerai peut-être du mentor. Et ça, les parents trop prévenants devraient y prêter une oreille attentive pour guider leurs gosses qui ne sont ni surdoués ni hyperactifs, ils sont juste mal élevés. C'est la conclusion de cette diatribe. Voilà, c'est cool. Merci, Damien. Je dirais même plus. Voilà, nous allons maintenant entrer dans le dédale que constitue le flux des pensées d'André Morvan. Il va démarrer sur un truc, et puis après il va se promener, Marguerite aux lèvres, dans les prairies de son imaginaire bédéistique. Si ça se trouve même, il nous parlera à un moment ou un autre de toute autre chose que la BD. Écoutons-le pour savoir. Eh bien Gilles, la 3e guerre mondiale. Eh oui. Et ouais, les observateurs, les journalistes du monde entier nous prédisent la 3e guerre mondiale. On nous le dit, on nous le répète, nous sommes sur un volcan. La situation est explosive. Nous sommes tout proches d'un 3e conflit mondial. Faux, archi faux, erreur totale, apprenez à compter. C'est la 4e guerre mondiale que Poutine nous mijote. C'est la 4e guerre mondiale qui se profile à l'horizon. En effet, souvenez-vous, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le dictateur Bassam Damdou, celui qui dirige l'Empire jaune et dont le quartier général est situé à Lhasa, au Tibet, déclenche une attaque militaire surprise sur tout le reste du monde. En quelques heures,
Les plus grandes villes de la planète sont détruites. Les armées de Bassam Damdu remportent une victoire foudroyante et totale. Mais le gouvernement britannique, bien renseigné, a pris certaines précautions et il construit 2 bases secrètes pour y préparer une riposte. Alors moi aussi, je suis bien renseigné puisque à peu près toutes mes sources viennent de Wikipédia. C'est bien. Conscient qu'une attaque des jaunes est imminente, Mortimer décide de brusquer les choses et de simplifier son espadon afin que 2 exemplaires moins sophistiqués soient opérationnels en moins de 30 heures. De son côté, Ulrich, le complice de Bassam Damdu, organise un assaut d'une ampleur titanesque. Mais heureusement, le premier espadon piloté par Blake, puis le deuxième commandé par Mortimer, réduisent à néant et la flotte de ses attaquants, l'aviation et la flotte de ses attaquants vils et fourbes. Partout dans le monde commencent alors des insurrections qui ébranlent en quelques jours le pouvoir sanguinaire de Poutine. Je voulais dire de Bassam Damdu, je me gourre un peu. Ouais. Ce dernier, Bassam Damdu, pris d'une folie meurtrière, décide de lancer une destruction nucléaire générale, mais une escadrille d'espadons attaque et détruit sa capitale et met ainsi un terme à son emprise. À son empire. Blake et Mortimer, Ulrich, l'espadon. Là, t'es parti dans Edgar P. Jacob. Ben oui, effectivement, j'ai Edgar P. Jacob profondément marqué par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki et décide de créer une bande dessinée d'anticipation et il imagine une aventure se déroulant pendant la Troisième Guerre mondiale. Le secret de l'espadon est la toute première aventure de Blake et Mortimer. Elle est publiée à partir de 1946 dans les pages du journal de Tintin. Grâce au sang-froid de Blake et Mortimer, et grâce à leur espadon, qui est en fait un super avion à réaction submersible, supersonique et radiocommandé, l'ignoble dictateur est vaincu. La fin du monde, la destruction de la planète ont été évitées. La troisième guerre mondiale se termine bien. Alors en sera-t-il de même pour la 4e guerre mondiale qui débute en ce moment même? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'espadon. Et je ne sais pas ce qu'on va faire, on va voir. Bon, de toute façon, pour info, on enregistre cette émission le jeudi 3 mars et elle sera diffusée le 13 mars. Donc ça se trouve, elle ne sera même pas jamais diffusée. Oui. On verra ça. Je dirais même plus. Dans le désopilant album du même nom, le génial Fab Caro avait bien du mal à bosser sur sa clôture. Et bien nous autres de Je dirais même plus sur Millennium, la clôture de l'émission, c'est ce qu'on préfère car ça veut dire que 1. On a fini de bosser et 2. L'heure de l'apéro approche. C'est donc bien le moment de la clore cette 20e, mais en rappelant qu'elle avait pour invité dominical formidable et principal monsieur Phil Cordier, qui nous a parlé de ses ouvrages et de géants du comics, Will Eisner et David Mazzucchelli, et un peu aussi de Sirotota le grand français. Un grand merci à lui, doublé d'un à bientôt peut-être, car si jamais on avait la force de continuer l'an prochain, si Poutine nous prête vie, cette folle aventure, on ne manquerait pas de refaire un numéro avec lui. Comme chaque semaine ou presque, vous avez pu entendre notre fine équipe de chroniqueurs trégorois. Clotilde, André, Benoît et Damien. Plein de merci à notre Greg, le roi des manettes et des boutons, le découpeur de fichiers audio pour les faire rentrer dans notre tranche horaire. Cette 20e s'achève et nous laisse 7 jours pour préparer la prochaine, qui sentira encore un peu le comics, puisque nous y recevrons téléphoniquement un lumineux dessinateur de grand talent que notre Benoît a déjà chroniqué. Si ces indices ne vous suffisent pas, c'est que vous n'avez pas encore écouté toutes nos émissions, alors courez sur notre chaîne YouTube, je dirais même plus radio. Au revoir toutes et tous. On espère être encore en vie la semaine prochaine pour continuer à vous parler de BD. Après tout, l'orchestre du Titanic a bien joué jusqu'à ce que l'eau salée leur coupe la chic. C'était, je dirais même plus, numéro 20. On vous embrasse bien fort et on vous souhaite d'avoir encore la force de lire de bonnes BD durant ces 7 petites journées pleines de tension. Kenavo! Adieu. À une prochaine.